l'heure des annonces de Google I.O., la conférence des développeurs du moteur de recherche, Google a-t-il pris un avantage décisif en matière d'intelligence artificielle face à Apple? Siri, Plan et consorts pourront-ils rattraper Assistant et Maps de Google? Est-ce le prix à payer pour la pomme pour garantir la confidentialité de nos données? Débat. Le Mac. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver A42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Je vous invite à visiter notre site internet www.onrefaitLemac.com. Non seulement vous retrouvez nos 334 émissions, mais désormais des news sur l'actualité d'Apple et de la tech en général. Vous retrouvez également On refait le Mac en version audio sur iTunes, podcast, sur iOS, mais également sur Spotify, Deezer et TuneIn. Pour écouter le matin en se rasant ou pas, c'est pas une obligation, hein. Vous pouvez même l'écouter en faisant votre jogging avec chroniqueur cette semaine en plateau. On essaie un petit peu d'apporter un vent de fraîcheur dans ce studio. Flo Corvisier, j'ai bien dit. Bonjour, Flo Corvisier, rédactrice en chef d'Hubert Gizmo. Bonjour Flo. Bonjour, merci de m'avoir invité, je suis ravie d'être en plateau. C'est un plaisir, tu vas pouvoir nous éclairer notre lanterne. On a beaucoup parlé d'Android, donc on avait besoin de quelques aides parce qu'on est loin d'être des spécialistes, puisqu'on est plutôt du côté... Apple, du bon côté oui. de la force, disons. On verra. Ne commençons pas à se battre tout de suite. En duplex, c'est notre consultant en stratégie numérique, Stéphane Zivi. Bonjour Stéphane. Bonjour Florence, Bonjour Olivier, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Je suis ravi d'être en gros plan sur son... Ah oui, t'as vu ça, hein. Voilà. Et en duplex, il tente de vivre sans Google. Monsieur X est ancien responsable d'Apple. Qui avance, comment dire, visage masqué. Bonjour Monsieur X, ça va sans Google? Comment ça se passe? C'est quoi cette histoire? Eh ben, très bien, effectivement, j'essaye, et c'est pas une croisade, hein, c'est simplement pédagogique de vivre sans aucun service Google depuis mon iPhone, mon iPad et mon Mac. On pourra en parler, ça pourrait être le thème d'une prochaine émission, peut-on vivre sans Google? En attendant, pour moi, c'est un petit peu la période même, hein. du moche en ce moment, Olivier. Ouais. Tu vois, là, j'ai acheté les AirPods version 2, Ouais. et puis l'extension de batterie Apple qui gâche la belle silhouette de mon iPhone X. Ouais. Mais je pourrais plus m'en passer. Ces deux produits sont extrêmement fonctionnels et extrêmement pratiques. Comme quoi, je vais peut-être me recycler dans la philosophie. Le moche. Oui, le moche, ça marche. Peut-il être synonyme d'efficacité? Bon, on va voir, on va parler Android aujourd'hui. Oh, pardon, non, je sais qu'il va me reprendre tout de suite. Il s'agit de notre spécialiste Android, hein, que l'on retrouve tous les 15 jours, je crois, sur Watch TV, dans son émission Andromag. Mathieu Dos Santos. Bonjour Mathieu, comment ça va? Salut tout le monde. Eh bien, écoute, même en portugais, on ne le dit pas comme ça. Mais merci en tout cas de je m'accueillir suis très mauvais en langue étrangère. dans ton émission. En tout cas, je suis ravi. C'était dans ma wishlist de faire un jour un On refait le Mac. Voilà, une case à cocher en plus. Donc, merci beaucoup, Olivier, pour l'invitation. Bon, on compte sur toi pour défendre le côté obscur de la force. On est bien d'accord dans cette émission. Nous serons tu sais, moi, c'est jamais sur mon pixel, tu vois. Et enfin, notre committee manager, Virgile Perron, qui nous a rejoint en plateau. Bonjour Virgile. Bonjour Olivier, bonjour. Je trouve qu'il est beaucoup mieux dans le studio que... Il est superbe. En fait, absolument superbe. Mais là, c'est incroyable. Hein, la lumière, la luminosité ou le fond vert, à savoir, c'est brillant. C'est incroyable. Avant d'enchaîner avec toi, Virgile, et les résultats de notre sondage de la semaine, nous organisons un concours cette semaine avec notre partenaire G-Technologie pour gagner ça. Regardez, un magnifique disque externe SSD USB-C, le G-Drive mobile SSD d'une valeur, je ne sais plus, mais d'une capacité en tout cas de 500 Go. Et il faudra simplement répondre via Twitter à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Et soyez attentifs, hein, la réponse sera glissée durant l'émission. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Flo. Je reste sage. Allez, place au sondage de la semaine avec Virgile. Virgile, quelle était donc la question posée sur Twitter cette semaine? Alors cette semaine, Olivier, on a demandé aux followers Twitter que manque-t-il à Siri par rapport aux annonces de Google. Ouais. Donc à 28%, ils ont répondu un mode hors ligne. À 19%, que Siri soit plus rapide. À 18%, plus besoin de dire « dis Siri » pour l'activer. Et à 35%, l'ouverture aux développeurs un peu plus élargie. En gros, ils ont demandé que Siri se transforme en Google Assistant, si je comprends bien. C'est ça. Allez, messieurs, vos réactions. L'ouverture aux développeurs, c'est un vrai plus aujourd'hui de l'univers de Google. Peut-être on va commencer avec Mathieu pour démocratiser son assistant. C'est tout ce qui manque à Siri aujourd'hui. Hein. Oui, et puis en même temps, c'est une philosophie qui date depuis très longtemps chez Google. Hein. Si tu prends tous les services, Google Maps, Chrome, Android et même YouTube. Parce qu'au final, YouTube, c'est pas vraiment la plateforme qu'on regarde, c'est plutôt le contenu. Hein. Donc, Google est habitué à livrer des technologies, et sans même parler d'Android,
qui a été donné, on va dire, entre guillemets, aux constructeurs pour en faire un petit peu ce qu'ils en veulent. Et du coup, c'est vrai que c'est une réponse, c'est du gagnant-gagnant, en fait, quand on regarde bien. Parce qu'en fait, derrière tout ça, ce qui est le plus important, c'est l'artère principale, c'est le machine learning. Donc, après, eux, ils fournissent des services et ils espèrent déployer tout ça pour le plus grand nombre. Donc, c'est une porte facile. Merci Mathieu. En plateau, Flo, c'est vraiment ça que tu penses qui fait la différence, cet esprit d'ouverture aux développeurs, le fait qu'on peut implémenter Google Assistant où l'on veut ou presque, qui fait que Siri est en retard et donc tout simplement, il n'a pas assez... Bien sûr, évidemment, puisque tous les développeurs donc, justement, ont envie de pouvoir coder, de pouvoir proposer des programmes, des applications et autres. Et là, c'est ouvert, c'est sur un plateau, c'est de l'open source. Donc on est sur quelque chose qui est beaucoup plus productif. C'est de l'open source, oui et non. Enfin, c'est ouvert, mais ce n'est pas de l'open source. Ça reste la propriété de Google quand même. Hein. Dans un sens, bien sûr, mais tu as quand même beaucoup plus d'opportunités, de possibilités, alors que chez Apple, c'est quand même très bridé. Alors, qui est prêt à prendre la défense de Siri dans cette émission? Ça va être difficile. Peut-être Monsieur X. Écoute, dans ce sondage, moi je retiens un truc, mais c'est pas une vision universelle, hein, c'est simplement en miroir de la manière dont j'utilise Siri. D'abord, le fait de virer le mot d'e-Siri, ça c'est vraiment très chiant, même dans l'utilisation de produits comme les AirPods, j'en parlais en introduction. Avoir à dire systématiquement d'e-Siri, ça ne sert plus à rien, c'est même contre-productif. Après, moi je resterai quant à Siri sur des basiques, travailler l'efficacité et notamment la compréhension de ma langue principale d'expression, le français. Donc je pense que Apple en est encore là. Tout simplement parce que Siri et Google proposent pas le même paradigme. Siri, c'est de la commande vocale et peut-être un peu plus un assistant Apple. C'est ce que promet le HomePod avant tout et pour l'univers Apple. Google, que tu aies un Chromebook, un PC Windows ou un Mac, tu peux l'utiliser et ça a toujours été dès le départ projeté comme un assistant personnel. Donc ils sont pas encore dans le même paradigme. Moi pour l'instant Siri dans sa fonction de base qui est plutôt non pas un assistant ultra intelligent, mais une manière de piloter mon écosystème Apple et au-delà de ça mon écosystème HomeKit, ça me suffit. Par contre, il comprend toujours pas bien le français, donc j'en suis toujours à fixer les basiques. Et ce qu'a annoncé Google ne va pas avoir tendance à réduire l'écart. Maintenant que ça soit ouvert aux autres développeurs, Siri... Ils ont essayé, on a vu il y a 2-3 ans à la WWDC, ouais, une tentative d'ouverture, on se souvient de cette démo où tu pouvais commander Uber avec Siri, voilà, en gros. Ouais, c'est pas vraiment un problème parce que ce que défend toujours Apple, c'est un écosystème évidemment qui est moins large, mais un écosystème qui marche mieux. Je donne un exemple que j'ai vécu cette semaine, l'intégration à la commande vocale via Siri des produits de chez Dyson qui vient de sortir avec l'application Dyson. C'est une ouverture, c'est peut-être moins open source entre guillemets que l'écosystème Google, mais ça marche. Ça marche très bien et pour moi ça me suffit. Voilà, je voudrais simplement que ça comprenne mieux le français, ça serait une bonne base pour se projeter comme un assistant dans le futur. Mais vraiment, on a des boxeurs qui sont pas dans la même catégorie. Apple, c'est les poids légers, poids plumes, et Google, c'est les lourds légers là. Oui, ils sont parfois un peu lourds aussi. Mais bon, passons. Non, c'était un peu facile. Stéphane, ton opinion, on a vu qu'Apple allait ouvrait AirPlay et ses services de vidéo sur les TV connectés, parfois de ses concurrents comme Samsung. Est-ce que tu penses qu'il doit laisser débarquer Siri sur d'autres plateformes? Pourquoi pas Siri sur Android, Siri sur PC ou sur Windows, un peu comme l'a si bien fait en tout cas, ou même sur des enceintes connectées concurrentes du HomePod, comme on le voit très bien pour Amazon ou pour Google? En fait, le succès d'un service comme Google, comme Alexa, Google Home, Alexa ou Siri ne peut se baser que sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, le mot intelligence, c'est l'intelligence la plus conne au monde parce qu'elle a besoin de beaucoup de données. Le fait de s'enfermer et de ne pas s'ouvrir au monde comme l'a fait Android, déjà, Siri part avec un handicap. On l'a vu, elle est moins performante que Google, c'est indéniable. Je ne parle même pas de cette transposition de l'iPhone vers le HomePod. Alors là, ça a été une forme de révélation pour ceux qui avaient encore des doutes. Mais s'il y avait eu cette ouverture, s'il y a cette ouverture vers les autres, pour les développeurs, ce serait la base de la réussite future de Siri. Et si ça se fait, ça sera tout de suite, il y aurait énormément de data parce que tout le monde voudrait l'utiliser et on n'en parlerait plus. Et tu penses que c'est la politique de protection, de confidentialité des données d'Apple qui fait qu'aujourd'hui c'est contre-productif pour Apple concrètement?
Ou on pourrait, on va en parler tout à l'heure en fin d'émission, parce que Google en a beaucoup parlé, c'était un angle fort de Google I.O., la confidentialité des données, mais est-ce que c'est compatible confidentialité des données et justement le traitement des données tout azimut pour pouvoir améliorer son intelligence artificielle? En fait, quand on s'aperçoit que Amazon ou Google embauchent des milliers de personnes pour écouter nos conversations, entre guillemets, pour améliorer le service. Alors, c'est vrai que si je m'arrête à la moitié de ma phrase, ils embauchent des milliers de personnes pour écouter nos conversations, c'est vrai Ça que pose problème. Voilà, mais si ça, en fait, pour améliorer le service, c'est ça qui est important, c'est qu'on soit en capacité, que n'importe qui dans la famille puisse demander, interroger à Google ou interroger à Alexa ce qui se passe. Ils vont nous répondre. Et c'est ça qu'on attend. Sinon, ça sert à rien, l'assistant vocal. On reste avec nos vieilles machines, entre guillemets, on s'affranchit de ces assistants, parce que finalement, c'est une forme d'intrusion, quoi. Alors, je vais poser une question à peut-être le seul de l'équipe. On est deux, enfin, vous êtes deux à avoir investi dans un HomePod. Il y a Stéphane Zibi, mais il ne l'utilise pas. Donc, le seul qui utilise vraiment le HomePod, il est à côté de moi, c'est Virgile. Est-ce que tu es d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant? Et au-delà, est-ce que tu es déçu par les usages de Siri, notamment en français, comme l'a décrit Monsieur X, sur le HomePod notamment? Alors moi qui ai un Echo et un HomePod en même temps, je dois avouer qu'il manque peut-être juste une chose au HomePod, c'est particulièrement les routines, la création de routines, qui essaie d'être comblée avec l'application raccourcie qui est sortie avec iOS 12, si je ne me trompe pas. Et c'est juste ça en fait qui manque, puisque le HomePod au final on l'utilise principalement pour écouter de la musique, et le contrôle de la musique est plutôt bien. Enfin, si avec Siri, tu veux dire. Oui, c'est vrai que le micro est fin, mais c'est pas là, on n'est pas dans l'intelligence artificielle, on est de la pure commande vocale localement. Ça, voilà. Pour les choses basiques. On va voir que peut-être ce qui manque aussi à Siri pour que ça marche mieux en localement, c'est justement d'arrêter d'interroger les serveurs, et vous allez voir en avançant dans cette émission que c'est aussi une des annonces fortes de cette Google I.O. Une chose est sûre, Siri est en retard par rapport à Google Assistant, qui bénéficie de nouveautés qu'on va passer en revue. Google Assistant Duplex, vraiment plus intelligent. L'avancée principale, donc on le disait avant cette petite transition, Google Assistant, Mathieu, est disponible en ligne. Comment est-ce possible concrètement ? En fait, tout simplement, ils ont réussi à faire comme ce qu'ils font généralement avec plein de services, c'est qu'ils arrivent à compresser la taille des données à traiter. Et donc, du coup, tout ça va être directement intégré dans nos smartphones. Et donc, ça permettra d'avoir une réponse bien plus rapide, je crois jusqu'à 10 fois plus rapide, c'est ce qu'ils disaient. On est passé de 100 gigas à 30 mégas. Donc voilà, ça c'est magnifique. C'est encore mieux que WinZip. Ouais, en clair, ça permet d'installer Google Assistant même sur des téléphones qui n'avaient pas la puissance, ou même vraiment des feature phones, vraiment des téléphones vraiment d'entrée de gamme, Flo. Oui, du coup, c'est extrêmement pratique. On gagne en temps, en rapidité, en productivité. C'est clair que c'est un avantage certain. Ça a été, Flo, une constante durant toute cette Google I.O. de montrer des signes comme quoi il y avait une prise en compte de la confidentialité, sur la confidentialité, de la confidentialité des données. Et ça, c'est un exemple frappant. Monsieur X, Stéphane, avez-vous été convaincu par cet aspect-là? Déjà, pour le côté sans passer par les serveurs, Apple n'a pas d'autre choix que de suivre cette tendance-là, on est bien d'accord. Pour les gens qui utilisent beaucoup les services Google et par la voix, ils ne sont pas forcément toujours dans des bonnes conditions de réseau, donc pouvoir avoir un accès offline, comme on dit, à ces services-là, c'est une vraie belle avancée en termes d'expérience client. Est-ce qu'Apple a le choix ou n'a pas le choix? Tu sais, dans le monde d'Apple, tu n'es pas dans le monde dans la volonté d'être universel, une fois de plus, dans les services que tu proposes. Tu es très centré sur tes clients, et tes clients chez Apple, ils sont connectés 24/24 à la 5G, bien sûr, qui n'est pas encore sortie, et à la fibre. Donc le monde Apple sans Internet n'existe pas. C'est pas des clients qui recherchent, c'est pas une expérience client qui recherche. Donc je sais pas si c'est un risque pour eux. Regarde tous les services d'Apple, ils nécessitent d'avoir Internet. Donc le fait que les petits copains à côté sortent un service qui est indépendant de la connexion, je pense pas forcément que ça va les remettre en cause. Ils ouvriraient leur service à d'autres plateformes, là ils auraient la même problématique que Google. Ils voudraient vraiment que ça soit un service universel, Siri, là ils auraient la même problématique de Google. En attendant, non, je pense que ça va, comme le disait Jacques Chirac, leur en toucher une sans perturber l'autre.
Droit dans ses bottes, pour reprendre son Premier ministre. Oui, alors après, Stéphane... c'est peut-être de l'aveuglement. Hein. Ouais, c'est clair. Stéphane, de ton côté, tu étais convaincu par cette avancée intéressante de Google Assistant, donc ne plus passer par les serveurs et cette volonté affichée donc, de montrer comme quoi on veut être aussi un bon élève du côté de la protection de la confidentialité des données. Il y a beaucoup à dire chez Google. Bah, bien sûr, non, mais on sait que Google a, comme Facebook d'ailleurs, n'a comme produit que nous. Les clics que nous faisons sont leur chiffre d'affaires, permettent d'avoir leur chiffre d'affaires. Le fait de proposer cela, c'est plutôt une chose intéressante. Après, il y aura obligatoirement une synchronisation. C'est pas la première fois où ils font en sorte qu'une de leurs produits soit disponible offline. Ils avaient fait depuis le début en sorte que Google Maps soit téléchargeable, en tout cas certains endroits soit téléchargeable en offline, pour qu'on puisse conserver, même en mode non connecté, on puisse pouvoir se déplacer et utiliser juste la puce GPS sans utiliser donc de roaming ou je ne sais quoi pour cela. Donc c'est bien qu'il le propose. Voilà, c'est quelque chose qui est, je ne sais pas dans la nature des choses, mais ce qu'a dit Monsieur X est tout à fait vrai. Je ne pense pas que c'est ça le cœur du problème, ou le truc qui va être décisif. Ouais, on reviendra de toute façon, Stéphane, en fin d'émission sur cet aspect de la confidentialité des données et savoir si, au terme de cette conférence, Google vous aura convaincu. De manière générale, Flo, il y avait 2 messages qui étaient vraiment qui essayaient d'être passés, qui étaient vraiment le fil rouge de cette Google I.O. C'est d'une part donc la confidentialité des données. On l'a dit, et également, de manière générale, nous sommes plus intelligents, pas au sens plus intelligent que Google, mais notre intelligence artificielle est vraiment à passer un palier. On a vraiment ce sentiment-là, et Google Assistant est une bonne illustration. Tu te souviens de la démo avec notamment la capacité à passer des appels à sa maman, etc. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de compréhension, on voit bien que Siri est en retard sur ce point-là. Est-ce que tu peux donner l'exemple? On va diffuser l'image, tu sais, de la démo où il parle, regarde, c'est à l'écran. L'histoire du quel temps fera-t-il ce week-end où habite ma maman. Ça paraît tout bête comme question, mais en fait ça demande quand même Oui, beaucoup, mais moi je trouve ça assez flippant en fait, parce que justement j'ai l'impression que Google me connaît trop, et c'est là où la confidentialité des données, justement, ça prend tout son sens, tout son intérêt. Comment Google peut-il savoir où est ma mère, comment va-t-elle, enfin quel temps fait-il? C'est quand même des questions. Il croise des infos, tout simplement. Oui, c'est bien sûr, mais c'est quand même inquiétant. Moi, c'est quelque chose qui me rassure pas nécessairement, et en soi, je suis pas convaincue par la confidentialité des données de Google à ce niveau-là. Mais au-delà de la confidentialité des données, parce qu'on en reparlera tout à l'heure, cette capacité, cette d'analyse de dire, j'ai pas besoin de dire le lieu où habite ma maman pour me donner le temps qu'il fera. C'est formidable. On est d'accord qu'en termes exceptionnel. C'est une belle démo. Ah oui, c'est magnifique. Je te laisse la passer, mais effectivement, c'est impressionnant. Ouais. Un des autres, je voulais revenir sur un des autres aspects, notamment pour montrer cette toute puissance en termes de traitement des données. Tu sais, la Google I.O., ça se déroule sur 3 jours. Ouais. Et mine de rien, ils attendent quand même donc la conférence qui est, elle, streamée mondialement pour montrer aux développeurs, aux gens qui sont sur place, au public, mais également à tous les technophiles, à tous ceux qui regardent cette Google I.O., une partie qu'on n'évoque pas beaucoup, c'est le TPU, donc le Tensor Processing Unit, qui est vraiment une machine qu'ils intègrent dans leur serveur qui est dédiée au traitement des données, en fait. Et ça montre bien aussi également l'avancée technique, parce qu'on parle beaucoup de Google Assistant un peu comme si c'était une chimère, quelque chose qui n'est pas très visible, mais dans cette Google I.O., c'est vraiment matérialisé par cette puce qui est mise en cascade d'ailleurs et qui va permettre de traiter un nombre incalculable de données pour avoir des réponses très rapides et en même temps d'être très pertinentes, notamment, encore une fois, grâce au machine learning. Ce qu'il faut comprendre dans l'intelligence artificielle de Google, c'est qu'elle est basée sur du gavage d'informations, en fait, concrètement. C'est pas quelque chose de ultra... Enfin, c'est très scientifique, mais l'approche, elle est quand même plus basique qu'on ne le pense, c'est-à-dire que vraiment, il récupère les données, il l'ingurgite, il la garde, et après, il la traite en fonction de ce qu'ils arrivent à récupérer. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi ce côté où à chaque fois, on a des doutes sur cette confidentialité, sachant qu'on voit que ça se balade partout dans des serveurs. Mais le TPU, c'était vraiment quelque chose de très important, c'est assez barbare. Alors là, ils sont passés à la version 3.0, pour être exact. Et du coup, c'est quand même ce qui matérialise le plus de manière matérielle la puissance de Google. Et c'est quelque chose qu'ils ont développé chez eux. Ouais, et c'est ce qui explique, Mathieu, les démos et l'avancée qu'ils ont pris. Les démos encore qui a fait beaucoup buzzer lors de cette Google I.O., c'est celle de Google Duplex. C'était la démo phare l'an passé, souvenez-vous,
la démo de Google Duplex où sur la scène à Mountain View, il montrait comment on pouvait réserver un restaurant en disant Google réserve-moi un restaurant, et puis automatiquement une voix synthétique appelait le restaurant. D'ailleurs, ça avait beaucoup. On disait mais c'est une démo, mais ça marche vraiment. Cette année, on a encore passé un gap, Mathieu, de ce côté-là. Bah en fait, moi j'y vois deux effets qui se coulent. Donc, tu as eu la Google I.O. de 2018, pardon, qui montrait donc cette fameuse assistante dont tu parles qui appelait un restaurant avec une voix d'ailleurs très humaine, avec des mimiques où on pouvait retrouver tu sais, les fameux tics humains qu'on a, et qui a fait un effet super waouh. Et 2 jours après, ça a un peu fait le bad buzz parce que il y a ce côté où c'est peut-être trop humain, et du coup, est-ce que la personne qui était en face, qui recevait l'appel, ne savait même pas d'ailleurs que c'était un assistant. Donc Google a dû réagir, à expliquer que donc ils allaient développer ce duplex vocal, on va dire, de telle sorte à ce que la prochaine fois qu'il passera un appel, la personne sera avertie qu'il s'agit d'un assistant. Dans la démo, on l'entend. Bonjour, voilà. Je suis l'assistant vocal de monsieur ou madame. Et je prends une réservation. Voilà. Donc on n'est pas surpris. Et du coup, là, ils y vont prudemment, puisqu'en fait, ce duplex, il n'est plus du tout mis en avant. On voit plus du tout les avancées de cette réservation vocale. Mais là, on est passé sur duplex pour le web. C'est-à-dire que là, en constat pour faire évoluer cette fonctionnalité, au lieu d'avoir à se taper des formulaires à remplir pour des locations de voitures, de voyages, etc., tout ça allait se remplir automatiquement grâce aux informations qu'il aura récoltées sur nous. D'ailleurs, en clair, on veut réserver une voiture, c'est l'exemple qu'ils ont donné, Flo. On réserve une voiture automatiquement, Duplex remplit tous les champs de saisie. On est complètement automatisé, en fait, on n'a plus rien à faire. C'est peut-être un peu trop de facilité, mais c'est quand même extrêmement pratique. Ouais. Donc là, encore une fois, on voit vraiment... C'est une belle avancée, honnêtement. Une belle avancée, et on est loin d'être sur ce créneau-là. Quand Apple veut investir dans les services, on s'aperçoit du retard en termes d'intelligence artificielle. Et puis quand on parle de pouvoir traiter les données et pouvoir faire développer Siri, il faut pouvoir les stocker, ces données. On sait qu'Apple, en matière d'hébergement, ils sont un petit peu... pas vraiment en pointe aujourd'hui par rapport à un Amazon qui est l'un des plus gros hébergeurs au monde avec Microsoft aujourd'hui, et que dire de Google. Donc il y a certainement des choses à faire de ce côté-là. Autre avancée, brièvement, on passe, moi je trouvais intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est Google Lens qui s'enrichit en scannant par exemple un menu de restaurant. Il permet automatiquement d'afficher, par exemple, ce qu'on a sur le web, les plats les plus populaires en réalité augmentée. Voilà, c'est assez amusant. Donc, ça ouvre vraiment un nouveau champ de possibles. Et on voit également, Virgile, que Google s'intéresse, même si ce n'est pas le sujet de Google Assistant, s'intéresse à la réalité virtuelle de plus en plus. Oui, parce qu'ils ont aussi annoncé que lorsqu'on recherche, par exemple, un os humain ou un organe, on peut avoir des résultats de recherche qui affichent des modèles 3D. Ça permet de la 2D avec Google Images. Il s'offre le luxe, en plus d'être pratique, d'avoir du divertissement et aussi de pouvoir proposer des choses très enrichissantes, comme tu dis, que ce soit au niveau organique ou autre, c'est quand même vraiment des avancées très très poussées. Allez, avant de passer à la suite, parce qu'il y a eu plein d'annonces, notamment du côté des smartphones, on va en parler avec Mathieu, on passe à vos questions Twitter. Les questions Twitter, on commence tout de suite avec Virgile. Alors, cette semaine, Olivier, on a eu 2 questions, dont une de Nico_FR87. Quel avenir pour Nest ? Quel avenir pour Nest ? La société a racheté près de 3 milliards de dollars il y a 5 ou 6 ans, monsieur X, si je ne me trompe pas, qui a permis à Tony Fadell, qui a fait l'émission avec nous pour la 300e, le papa de l'iPod, d'entrer dans le giron de Google. Donc, c'est tout ce qui est l'univers d'objets connectés propre à Google, c'est les caméras de surveillance, c'est les détecteurs de fumée, c'est les systèmes pour régler la clim et le chauffage à la maison. Votre sentiment, monsieur, est-ce que c'est la mort annoncée de Nest ? Alors moi, c'est plutôt une sentence finale que je vais prononcer. Nest est mort, vive Nest. Bien, d'accord. Au sens où, en tant que société et même en tant que marque associée à des produits, le fameux détecteur de fumée, le fameux régulateur de chaudière, de mon point de vue, c'est fini. Alors ça s'est accéléré avec le départ de Tony Fadell, mais Google n'en a vraiment jamais rien fait. Dans ce monde de l'IoT, ce qui compte, c'est de sortir des nouveaux produits au fur et à mesure. Je fais un parallèle avec un concurrent Nest qui me semble intéressant, en tous les cas dans l'univers Apple, qui est Eve, cette société allemande issue des mêmes personnes que chez Elgato. Ils sortent régulièrement des produits dans l'univers où WeSings
En France ou Netatmo. Il faut sortir des nouveaux produits. Nest, je suis désolé, mais hormis la caméra externe, je crois qu'ils ont racheté d'une société au départ, ils n'ont pas sorti depuis qu'ils sont en Chiron Google de nouveaux produits, ils n'ont pas développé leur écosystème, donc en tant que marque et marque produit, ils sont morts. Ça devient, de ce qu'on comprend des annonces de la Google I.O., en tous les cas, c'est comme ça que je l'interprète, ça va devenir plutôt un label qui va labelliser, excusez-moi pour la tautologie, un peu l'écosystème peut-être IoT Google, mais ça a été dissous dans Google et je crois pas que Google en ait tiré en termes de valeur ce qu'ils en ont payé 3 milliards. C'est un peu un achat par perte et profit, ouais. Mais Google est un peu coutumier du fait. Tu vas parler des téléphones, je crois, bientôt. Ils avaient racheté, je crois, Motorola. Avant de le revendre à Lenovo. Oui, absolument. Il avait acheté, je ne sais plus, 6, 7, 8 ou 9 milliards. Ça me donne le tournis. Et ce qui a été intéressant, c'est les brevets. J'espère que là, avec le rachat de Nest, ils ont gardé le savoir-faire et la matière grise. Il n'y avait pas que Tony Fadel, mais le bilan, il est à peu près celui-là. En tant que ligne de produit, c'est fini. On vous parle de Nest et certainement la question est orientée de la part de notre internaute parce qu'effectivement, lors de cette Google I.O., Nest était entre guillemets de retour. On a reparlé de Nest puisque Google a présenté le Nest Hub, qui était déjà là, le Google Hub, qui s'appelle désormais le Nest Hub. Je vais m'arrêter si je dis des bêtises. Et le Nest Hub Max. Et le Nest Hub arrive en France, c'est ça, Virgile? Alors oui, c'est ça, ouais. Donc en gros, le Nest Hub Max, c'est juste un Nest Hub. Plus grand. Plus grand, c'est ça. Comme ça, on laisse imaginer. Hein, des meilleures enceintes. C'est quoi? C'est l'équivalent d'Amazon Echo, c'est comment il s'appelait? L'Echo Show, c'est ça? Mais la version Max, elle a un écran de 10 pouces et un écran de 7 pouces. Voilà, en gros, c'est ça. Et aujourd'hui, Nest, ça se résume essentiellement à ça en termes de nouveautés. Là, on peut parler de confidentialité des données sur l'usage de ces objets-là. On verra ça plus tard. En tout cas, la version arrive en France, sauf la version Max, donc qui est encore réservée aux États-Unis. Autre question, Virgile. Alors, la deuxième question, elle était posée par un contributeur qui était déjà venu ici, Guillaume Lefant. Oui, vas-y. Peut-on envisager de voir chez Apple un Smart Display HomeKit dans le futur? Et pourquoi Apple ne prend pas position non plus sur un protocole Low Energy pour capteur? Un Smart Display HomeKit, donc l'équivalent d'un HomePod, mais avec un écran. En gros, l'idée, c'est ça. Steph, je ne sais pas qui veut répondre. Flo, c'est pas trop dans sa culture, je pense, parce qu'ils ont l'iPad. Enfin, je vois mal Apple faire ça. Écoute, à moins qu'il y ait 560 mégaoctets par seconde dessus, je ne vois pas trop. Écoutez bien, 560. Oui, et pourquoi tu dis ça? Écoute, je ne sais pas. Je vais te le répéter une petite fois pour être bien sûr. 560 mégaoctets par seconde. D'accord. Non, mais blague à part cette information très importante qui intéresseront ceux qui suivent cette émission depuis le début, ça ne semble pas trop dans la culture d'Apple de faire ce genre de produit. Non. Je pense qu'ils vont rester plutôt campés sur leur position comme ils le font actuellement, même si je ne suis même pas sûr qu'il y ait vraiment une demande auprès des consommateurs. Ouais. En clair, Apple a plutôt tendance à vouloir vous vendre une enceinte connectée, le HomePod et un iPad. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Tant qu'à faire. Voilà, ça rentabilise. En même temps, c'est une stratégie qui n'est pas illogique en termes d'entreprise. Ouais. Effectivement. Tandis pour les réfractaires aux enceintes connectées qui ont juste une interface vocale, avoir un écran, ça peut amener doucement mais sûrement. Bien sûr, mais sur ce point, tu as raison. Mais d'un point de vue marketing commercial, je ne crois pas que ce soit dans l'optique et dans la stratégie d'Apple. Allez, on passe tout de suite au busomètre. Allez, avant d'enchaîner avec le busomètre, je vous rappelle notre concours cette semaine pour remporter un disque externe SSD USB-C d'une capacité de 500 Go, le G-Drive mobile SSD, en répondant via Twitter à la question qui sera posée en fin d'émission. Et je crois qu'on a eu un indice il n'y a pas très longtemps. Allez, le busomètre cette semaine, on commence donc par la première rumeur qui a le plus buzzé, c'est M. Didier Policani, qui n'est pas là cette semaine, qui me l'a envoyé directement à la rédaction de Mac Forever. Ça concerne la Cour suprême aux États-Unis qui valide l'action antitrust de l'App Store. Ça commence, monsieur X, à sentir un petit peu mauvais pour Apple. En France et en Europe, une action devant la Commission européenne à l'initiative de Spotify, qui considère qu'Apple est un abus de position dominante, puisqu'ils sont obligés de payer Apple sur chaque abonné qui est souscrit via l'Apple Store. D'un autre côté, la Cour suprême commence à intéresser Apple. Ça sent un peu mauvais. Apple y habituait, je te rappelle, des lancements de l'iTunes Music Store en 2004. Il y a eu des procès dans la foulée.
Donc ça sent mauvais. Non, ça annonce beaucoup de travail pour les avocats, les lobbyistes d'Apple. Il n'empêche. Peut-être un changement dans leur manière de faire qui serait issu de ça. Mais Apple est vraiment totalement rodé à ça. Tu sais, c'est comme moi, je le vois comme le différent entre Apple et Qualcomm. Hein. Ça s'est fini par un arrangement à l'amiable derrière. Donc, ça peut ralentir la marche triomphante des services Apple. Moi, je le vois un peu comme business as usual. Je pressens pas ça, si tu veux, comme un coup d'arrêt. Je sens pas aussi. Non, et puis de toute façon, les gens qui veulent, si tu veux, vendre aux clients Apple en se passant des stores Apple, je prends l'exemple du Mac. Le dernier logiciel que j'ai acheté pour Mac, c'est pour le Mac de ma deuxième fille. Je lui ai acheté les Sims 4. Je l'ai acheté directement sur le site d'EA parce qu'ils refusent de distribuer leurs nouveaux titres. Oui, mais pour l'iPhone, tu n'as pas le choix. Pour l'iPhone, le problème, c'est pas le Mac App Store. Le problème, c'est que c'est l'App Store. Et il y a d'autres solutions. Donc, tu vois, la perspective négative pour Apple, au maximum, c'est ça. C'est peut-être qu'un jugement leur oblige à distribuer les applications autrement. Ça ne veut pas dire pas contrôlé d'un point de vue qualité, certificat, etc., mais les obliger à ce qu'il y ait plusieurs voies pour le faire, et peut-être une revue de système de loyalty. Mais c'est la rançon du succès. Je vois pas ça comme un problème. Bien. Maintenant, si tu veux, s'il n'y avait pas ces entre guillemets procès ou ces questions, c'est sûr qu'Apple le ferait pas spontanément. Donc, du point de vue des consommateurs, Apple, c'est une bonne nouvelle qui se fasse pousser aux fesses. C'est clair. Mais en tout cas, moi, je suis pas aussi optimiste. Je pense Apple, s'il ne change pas son fusil d'épaule, ils vont finir par être vraiment enquiquinés sur le long terme, et c'est plutôt une bonne chose pour le consommateur. Deuxième rumeur, ça concerne iOS 13, qui va être présenté dans quelques semaines lors de la WWDC. Nous serons en direct dans cette émission. On annonce l'arrivée d'un mode sombre, d'une fonction Swift. Enfin, on va en parler avec Android 10 dans un instant. Swift, puisqu'il est équipé d'un mode sombre, d'un SwiftKey et d'une nouvelle application santé. On sait que c'est également le cheval de bataille d'Apple, et c'est des rumeurs qui semblent assez logique, ça va dans le sens de l'histoire. Il suffit de regarder ce qu'a annoncé Google la semaine dernière. Troisième rumeur, un Mac Pro et un écran enfin à la WWDC. Ce serait vraiment le one more thing de cette conférence d'Apple. Didier en a mis 4 étoiles et on espère, puisque là, ça fait presque maintenant 2 ans que Phil Schiller a annoncé le renouvellement de sa machine. Donc, s'il veut tenir sa promesse, ça ne veut pas vraiment dire qu'il sera disponible, il sera juste présenté. Ce n'est pas la même chose. Quatrième rumeur, macOS 10.15, autre nouveauté attendue de la WWDC, le mardipan qui serait généralisé, donc la possibilité, vous savez, de développer une application à la fois pour le Mac et iOS, en partageant les mêmes développements, donc ça devrait enrichir le Mac de son catalogue de plein d'applications qui viendraient de l'univers iOS. Le démantèlement d'iTunes à l'heure du streaming, c'est des choses qu'on attend depuis longtemps. Et puis l'arrivée de temps d'écran également sur le Mac, qui est très pratique sur iOS pour moi et pour surveiller ce que font mes enfants. Enfin, la dernière rumeur, ça concerne également, on va en parler dans un instant, puisqu'il y a eu plein de nouveautés du côté des smartphones, du côté de chez Google, c'est Pixel, un double capteur pour l'iPhone XR qui a pris un peu... On a pris un peu plein la gueule la semaine dernière avec Google, et un double capteur donc, qui arriverait pour redorer le blason de l'iPhone XR qui en a bien besoin. Allez, on enchaîne encore avec la Google I.O. et l'une des annonces fortes de ce Google I.O., bien sûr, c'est la future version d'Android. On ne connaît pas encore son nom, je crois que ce sera Quality Android Street. 10 ou Q, on verra. Quality Street, Ou Quality selon Street. la rumeur. Allez, on enchaîne. Alors, toujours pas de nom officiel, vous l'aurez compris, tu l'as dit, Quality Street pour le moment, on verra, on le sera à la fin de l'été. Alors, il y a quand même des choses qui sont à la fois des avancées, mais qui sont aussi inspirées. Alors, on m'a arrêté, si vous êtes d'accord avec moi, et notamment Mathieu et Flo. Par rapport à iOS, qu'est-ce qui est arrivé qui pourrait s'inspirer d'iOS? Bien sûr, c'est la navigation gestuelle, comme sur l'iPhone. Ça ressemble de plus en plus, Mathieu, à la manière dont on navigue entre iOS et Android. Alors, ce n'est pas forcément une critique, c'est même plutôt une bonne chose pour Android, pour convertir des utilisateurs iOS vers le monde Android, bien sûr. Alors oui et non, en fait, j'ai envie de dire, parce que effectivement, ça reprend un petit peu les premières gymnastiques, on va dire, de ce que l'on trouve sur iOS, notamment lorsqu'on veut fermer une application. Il faut savoir qu'avec Android Pie, ils avaient initié les gestures, enfin la gestuelle, mais ils n'y avaient pas été franchement, et du coup, il leur sort un sentiment très mitigé aujourd'hui
entre des gens qui comprennent pas trop. Il y a de la gestuelle, mais en même temps, tu as encore un bouton retour. C'est un petit peu ça a un peu ni queue ni tête. Et du coup, ils ont décidé d'aller chercher ce qu'il y a de mieux donc chez iOS par rapport au gestuel, mais en même temps, pour le retour, ils ont été s'inspirer d'un autre constructeur de chez Android, qui est Xiaomi, notamment pour le retour, puisque en fait, si tu veux faire juste un retour, il suffit d'être sur l'écran et d'aller sur le côté de ton écran et de faire juste un petit glissé sur le côté comme ça, d'un côté ou de l'autre de l'écran, ça fonctionne. Ouais, c'est assez logique comme mode. Ouais, c'est plutôt bien vu. Oui, c'est plutôt bien vu, sachant qu'on peut le faire d'ailleurs sur les deux côtés. Et ce qui pourrait aussi pallier au problème, c'est qu'on avait souvent tendance à mettre des menus sur les panneaux au côté, en général dans les applications de Google. Donc, et c'est facile aussi à manipuler à une seule main. Donc, oui, effectivement, là-dessus, il était temps de toute façon que ça évolue parce que la solution proposée sur Android Pie n'avait pas convaincu. En fait. Autre fonction qui pourrait ressembler, qui parleront aux gens qui utilisent iOS au quotidien, et ils sont nombreux, du moins j'espère, dans cette émission, un nouveau menu de partage qui est facilité, qui ressemble un peu plus à ce qui existe dans iOS. Une fonction pour partager également une clé Wi-Fi, je crois, Virgile. Smart Reply. Oui, donc, QR code. C'était via QR code et encore une fois, c'était pour rebondir à ce que je te disais au début, ils ont été piochés chez les constructeurs puisque Xiaomi aussi proposait déjà ce type de fonctionnalité. Donc, ce qui est bien avec Google, c'est qu'ils ont quand même les yeux ouverts et ils regardent ce qui se fait soit chez les constructeurs et précédemment, ils regardaient ce qu'ils faisaient sur les ROM custom, celles qu'on pouvait installer, les fameuses versions alternatives d'Android. Ouais, en gros, Mathieu, pour ceux qui ne connaissent pas Android, chaque constructeur propose une surcouche graphique et des avancées qui peuvent être ergonomiques ou pas d'ailleurs. Oui. Et parfois, Google peut les intégrer. Tu donnais l'exemple de Huawei tout à l'heure. C'est la boîte à idées, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est bien de regarder les bonnes idées. Un mode similaire à temps d'écran également, un mode Smart Reply pour suggérer ce qu'on trouve déjà sur Gmail, je crois, pour suggérer des réponses, comme on peut l'avoir également dans iOS, même si ça ne marche pas toujours super bien. Et par contre, il y a de vraies avancées, Flo, en matière par rapport à iOS, si tu en parlais un instant, c'est notamment le mode sombre. Et oui, qui est très très attendu effectivement par les utilisateurs pour deux raisons. D'une part pour le confort des yeux, puisque c'est quand même plus agréable effectivement quand on regarde son téléphone la nuit, et aussi souvent pour les écrans, pour l'autonomie de la batterie. Puisque comme les pixels ne sont pas éclairés, ça tire moins sur l'autonomie, donc on garde forcément plus d'autonomie sur son téléphone, ce qui est aujourd'hui un des points principaux, c'est la batterie. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est Sachant qu'il faut préciser que cette fonctionnalité d'économiseur de batterie, elle fonctionne que si votre écran est de l'écran de technologie AMOLED. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de tous les iPhones, loin de là, puisqu'il n'y a que l'iPhone 10 et l'iPhone 10S qui est équipé d'un écran OLED. Autre avantage. Tu as beaucoup aussi d'Android qui sont à des prix inférieurs à 300 €, tout ce qui est entrée de gamme, milieu de gamme aussi également. On va en parler notamment du marché Android dans un instant et des téléphones. Autre avancée, bien sûr, c'est le support des écrans pliables qui arrive dans le monde Android. On l'a vu récemment avec les déboires de Samsung et prochainement avec Huawei, on en parlait dans un instant. Ça veut dire qu'Android supporte nativement les écrans pliables. Ce n'était pas le cas auparavant. C'était un développement propre à Samsung et Huawei, messieurs, dames. Mathieu, peut-être. Alors, ils travaillaient conjointement. Samsung avait annoncé lors de son smartphone pliable, et d'ailleurs Huawei aussi l'a fait, c'était de travailler conjointement avec Google. On a l'impression que Google a un peu de nez là-dedans et il les laisse partir devant pour voir un petit peu pour qu'ils essuient les plâtres. Et après, normaliser les choses, c'est ça ? Voilà, exactement. On sait qu'ils travaillent sur un smartphone pliable qui n'est pas prévu pour tout de suite. Très clairement, ils n'y arriveront pas très très vite sur le marché des smartphones pliables sur le marché. Mais pour te donner aussi une petite indication, ça bouge parce que j'ai notamment vu que l'application photo qui s'est mise à jour de Google récemment intègre la gestion des smartphones pliables. Donc les choses avancent, et ça c'est logique. Donc ce qui voudrait dire logiquement, si on s'en tient, et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de voir ce qui se fait à la concurrence, qu'on a fait cette émission, c'est que le jour où Apple décidera d'utiliser un mode pliable, on le verra arriver dans iOS et dans les bêtas d'iOS, Virgile. Oui, comme on avait vu pour l'arrivée de l'iPhone 10, l'encoche, et même les icônes où on voyait déjà l'iPhone avec l'écran bord à bord. Oui, on a vu arriver là, il y a 2 ans l'encoche, et on ne comprenait pas pourquoi à gauche et à droite les choses étaient réparties, parce que l'encoche allait arriver, effectivement, les icônes étaient réparties de gauche à droite. Donc si Apple décide d'investir dans les écrans pliables, ça ne sent pas pour demain. Non. On devrait avoir une bêta qui nous permettra d'avoir quelques indices. Donc rien n'est perdu, on restera focusé sur le sujet. À propos de focuser, un mode focus justement qui est propre à l'univers Android, qui triera les notifications pour rester
concentré. Qu'est-ce que c'est cette idée, Mathieu? Alors en fait, c'est une évolution un petit peu de ce que vous appelez un peu de temps d'écran, hein, qui est le bien-être numérique. Tout ça, D'accord. c'est dans l'air du temps. Voilà. Et en gros, l'idée, c'est d'aller filtrer des applications pour ne pas être dérangé lorsqu'on se concentre sur une tâche. Si on veut ne pas être notifié qu'on a un SMS, par exemple, on peut aller bloquer les notifications. C'est un petit peu un ne pas déranger 2.0, si Ouais, tu préfères. il y a l'intelligence artificielle derrière ça. C'est pas juste le choix de l'utilisateur. Il est capable de se dire ça c'est important, ça l'est moins. Exactement. Je Ouais. pense qu'il va y avoir un Donc, ça va réglage plus loin que le temps prédéfini, d'écran. mais après, on pourra affiner, quoi. Et puis une fonction que j'ai trouvée très intéressante et Google l'a présentée. Historiquement, le Mac et iOS ont toujours été des plateformes très en avance sur l'accessibilité, tout ce qui concerne les personnes handicapées notamment. Cette fois, c'est Google qui a beaucoup misé sur ce sujet, a beaucoup parlé lors de cette Google I.O. Grâce à l'intelligence artificielle, une fonction notamment pour les sourds ou malentendants qui offre la possibilité de sous-titrer tout ce qui est audio quasiment en temps réel, un peu comme c'est déjà le cas sur YouTube. C'est assez bluffant cette fonction. Je ne sais pas qui va en parler, Flo ou Mathieu. Eh ben écoute, moi je l'ai pas testé à titre personnel, mais j'ai eu de la chance qu'il y a un ami qui s'appelle Langue de Geek, hein, à qui je Ouais. passe le bonjour. Ouais. Lui, il a pu l'utiliser. Et alors, ce qui est ultra bluffant, c'est qu'apparemment, il est capable aussi de s'adapter si en cours de route, tu changes de langue. Tu Ouais. commences à parler en français, si tu décides de switcher de l'anglais, il va pouvoir s'adapter. Donc, et ça veut écrire. dire que ça devrait arriver en France, du coup. Si ça, Exactement, Ouais. lui il l'a testé et d'ailleurs je crois qu'il y a une appli qui commence déjà à tirer parti. Alors j'avais noté le nom, je l'ai plus là sous les yeux, mais j'essaierai de te le redire. Mais en fait après, d'ailleurs lui qui n'a pas de souci de handicap, le voyait même plus loin. Il Ouais. voyait ça un petit peu encore dans la prolongement de l'assistant personnel. Bien Le sûr. regret qu'il a, c'est de pas pouvoir faire un copier-coller de ce texte. Tu vois, par exemple, tu es dans ta voiture, tu as une idée. Il suffirait que tu lances cette application pour donner ton idée rapidement, un petit peu comme ce qu'on ferait avec un magnétophone. Et lui, ce qu'il aurait voulu, c'est pouvoir prendre ces données-là et les copier et coller pour pouvoir peut-être les retravailler sur un document et tout ça. Mais très clairement, oui, c'est dispo. Et d'ailleurs, oui, si je te retrouve l'application, je te dis ça, il y a quelque chose déjà de disponible sur le Play Store à ce sujet. Tu me diras ça d'ici la fin de l'émission. Et concrètement, ça a besoin d'une connexion Internet pour fonctionner ou ça peut marcher hors ligne? Alors, je t'avouerai, j'ai pas la réponse, donc je me garderai bien de le lancer, mais vu le niveau que ça demande, pour le moment, je tablerai qu'il faudrait une connexion Internet. L'autre fonction que j'ai trouvé très intéressante, la démo qui était vraiment très impressionnante, je ne sais pas si tu l'as vu Flo, c'est Live Relay. C'est toujours pour les personnes sourdes ou malentendantes. Elles auront la possibilité de discuter par écrit lors d'un appel téléphonique. C'était assez bluffant en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on reçoit un appel. Évidemment, la personne malentendante ne peut pas l'entendre. On le voit sur cette vidéo, ça s'écrit à l'écran et donc c'est lu En temps réel. en temps réel. Et la personne parle et enfin, c'est assez bluffant. Bah, c'est exceptionnel, puis c'est très important en plus. On arrive quand même dans un monde où toutes les technologies sont là justement pour aider, que ce soit les sourds, les malentendants ou autres. Et c'est bien de voir justement qu'il y a un rapprochement qui se fait comme ça et que de grandes marques s'y mettent et proposent des services qui soient aussi efficaces. Mathieu, c'est le fameux Project Euphonia, c'est ça qui veut donner la parole aux personnes qui ont des troubles physiques ou mentaux, c'est ça? Tout à fait, ouais. Ils ont lancé une série de programmes qui va permettre d'aider les gens. Et alors, il y avait de tout. Il y a des personnes qui ont des handicaps. On a vu aussi que Google s'attaquait aux personnes qui pouvaient souffrir d'illettrisme, qui ne savent pas lire, des choses comme ça. Pour en revenir juste à ce que je te disais derrière, c'était de la transcription instantanée. Si tu tapes transcription instantanée dans l'App Store, dans le Play Store, pardon, j'allais dire c'est freudien comme tu dis d'habitude. Mais c'est pas mon cas. Mais en tout cas, si tu trouveras cette application et qui est donc disponible, mais encore un petit peu trop confidentielle. Et c'est vrai que l'accessibilité, ça a vraiment été un des temps forts aussi. Google, je pense, se rend compte du retard en fait. Monsieur X, juste un mot sur l'accessibilité. Ça a toujours été un des chevaux de bataille. Chevaux de bataille, oui, c'est mieux. D'Apple, du temps où vous étiez chez Apple, je me souviens, on en parlait de temps en temps. Et c'est vrai que depuis, on l'a vu aussi naturellement, on voit après le Mac arriver dans iOS. Là, il y a vraiment un gros effort. Je pense qu'Apple devrait se remettre à l'ouvrage. J'espère à la WWDC, Monsieur X. Brièvement. Alors, non, c'est vrai qu'historiquement, Apple a toujours fait très attention à ça. Ça vient aussi des
premiers utilisateurs de Mac, si ma mémoire n'est pas défaillante, notamment aux États-Unis dans le milieu universitaire, qui était très sensible à ça et qui avait poussé Apple via le monde de l'éducation à développer des fonctionnalités comme ça qu'on retrouve aujourd'hui dans macOS et dans iOS. Est-ce qu'il va y avoir un gros push de la part d'Apple ? Je ne sais pas, parce qu'ils sont déjà assez bons dans ce domaine-là. Peut-être qu'on verra dans les années à venir, tant du côté Google que du côté Apple, une évolution de ces fonctionnalités d'accessibilité grâce à l'IA et aux interfaces vocales, passer justement dans le monde du vocal. Peut-être qu'une des meilleures manières pour quelqu'un qui a des difficultés à visualiser un écran pour lire une page web, c'est pas tant l'application de la norme accessibilité pour designer un site web ou des fonctions supplémentaires dans l'OS comme on a aujourd'hui, mais c'est simplement que le site web soit capable de lire pour le client ce qu'il devrait voir à l'écran. Donc c'est peut-être ça, on va dire, le nouveau champ d'application de l'accessibilité. Oui, et il faut espérer qu'Apple garde son leadership dans le domaine et s'empare de ça. Une fois de plus, plutôt que d'essayer de faire la course à l'échalote avec Google pour devenir avec Siri un assistant extrêmement horizontal, extrêmement large, ce qu'ils auront du mal à faire, continuer à développer on va dire des univers de valeurs comme ils l'ont fait avec Siri CarPlay sur l'accessibilité. Ça serait peut-être une bonne piste pour eux. À la WWDC cette année, j'y crois pas, mais rendez-vous dans 13 surprise, mois. Hein. On va voir, c'est dans 3 semaines, on sera en direct, soyez au rendez-vous. Cette Google I.O. est également l'occasion de présenter de nouveaux smartphones. On en parle dans ce prochain chapitre. Alors, Pixel 3a, 3a XL arrose sur les smartphones chinois et l'iPhone XR. Est-ce que c'est un bon résumé, Flo ? C'est plutôt pas mal. Les deux téléphones ont beaucoup d'avantages sur les deux, notamment sur la photo. Et ils proposent un rapport qualité-prix qui est relativement intéressant. Alors évidemment, en termes de spécifications techniques, on est sur un processeur qui est un peu moins intéressant que sur des téléphones haut de gamme. Oui, c'est pas l'objectif non plus. Mais du coup, c'est du milieu de gamme. Donc c'est vrai que c'est plutôt de bons produits. Et qui plus est, comme c'est des pixels, on peut mettre la bêta d'Android, la prochaine et autres. Donc il y a un suivi. A priori, ils sont supportés nativement par la prochaine version d'Android. Ça, c'est un gage d'évolutivité. Et les tarifs sont quand même relativement abordables puisqu'on commence sur du 399 euros. Oui. Et jusqu'à 479 euros, je crois. Donc tu concurrences vraiment là directement le marché chinois sur des Honor ou sur ce type de produit ou même du Motorola qui est au milieu de gamme. Sachant qu'ils ont l'argument de récupérer donc l'appareil photo, m'avait dit Virgile en préparant cette émission, le photophone du Pixel qui est haut de gamme, très bien coté. Qui est là considéré comme l'un des meilleurs téléphones. Donc si on en croit Uber et son classement sur Uber Gizmo. Oui. Uber, si tu nous vois. Voilà. Mais c'est la killer app. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent faire de la photo et profiter d'un téléphone à un coût qui est relativement abordable, ce sont vraiment de beaux produits. Alors, je me tourne vers celui qui est à la fois utilise les deux, à savoir son iPhone au quotidien et ses téléphones Android, c'est savoir Stéphane Zibi. C'est quand même 399 euros, 479 euros. Une sacrée mauvaise nouvelle pour l'iPhone XR, Stéphane. Est-ce qu'ils peuvent continuer comme ça à garder l'iPhone XR si haut quand on voit les Chinois qui cassent les prix depuis maintenant 2-3 ans, Samsung qui a du mal, et puis Google qui a décidé lui aussi de suivre et de proposer un produit milieu de gamme, mais un vrai prix de milieu de gamme, pas un prix de haut de gamme pour l'iPhone XR. Alors, je ne sais pas si c'est une mauvaise nouvelle pour Apple, parce que je ne sais pas si Apple va suivre ça. Par contre, c'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs et les consommateurs. Par contre, on a noté que ce soit chez Samsung, chez Huawei, 1 degré moins de Xiaomi qui est resté à des prix raisonnables, mais quand même plus élevés que ce qu'ils avaient fait au départ. On a constaté quand même une hausse générale de tous les smartphones. C'est la première fois qu'un des constructeurs majeurs, même si le Pixel se vend moins que les autres, ça c'est indéniable, c'est aussi peut-être une des raisons de ces prix attractifs. C'est la première fois qu'un des constructeurs principaux de smartphones et de smartphones avec premium, j'appelle ça premium parce qu'il y a un très bel appareil de photo et un processeur plus que raisonnable, un bon OS, etc. C'est la première fois qu'il y a une baisse de prix comme ça qui est observée. Donc je ne sais pas si les autres suivront. Malheureusement, je pense qu'Apple restera dans son entêtement. Monsieur X peut-être me le confirmera. Je n'ai jamais vu un produit baisser de 30 presque 40%, bien sûr.
40% à ce niveau-là d'une évolution à une autre. Et c'est un effort pour qu'ils aient des parts de marché supplémentaires. Néanmoins, le Pixel était de fait déjà pas le plus cher de tous les téléphones, de tous les téléphones, mais quand on les compare tous maintenant, on voit quand même, si on prend donc le classement d'Hubert Gizmo sur la qualité des appareils photo, on verra que si on met le prix dans ce classement-là, on verra que ce sera probablement le téléphone le plus attractif et le moins cher au niveau qualité-prix. Rapport qualité-prix par rapport à l'appareil photo. Ça, c'est indéniable. Est-ce que ça va entraîner les autres ? Apple, sûrement pas, mais ça, c'est une prédiction. Mais non, les autres, peut-être, seront obligés de regarder les effets sur les ventes. Pour l'instant, on verra ça dans quelques mois. Alors, on va voir dans un instant avec le sentiment de Mathieu, mais Virgile, tu avais quelque chose à dire, je crois. Ok, donc c'est un vrai problème pour l'iPhone XR, puisqu'au final, donc en plus que l'appareil photo du XR est un peu plus faible que celui du Pixel 3a ou 3 tout court, c'est qu'il dispose d'un écran OLED, alors que l'écran du XR a juste un écran LCD. Oui, en termes de coût et de qualité de fabrication, qualité de visualisation, c'est pas la même chose. Mathieu, on est d'accord, c'est un vrai argument de choc par rapport au monde iPhone aujourd'hui. Alors, c'est un argument de choc, oui, mais le problème vient se situer ailleurs, je pense. Alors, moi, je l'ai eu en main rapidement, ce Pixel 3a. Alors, il y a eu des concessions, même si au niveau visuel, ça fait assez bien l'illusion d'avoir un vrai Pixel haut de gamme, j'ai envie de te dire, dans les mains. Le toucher, et tu reviens très vite à la réalité, tu sens que le plastique fait la part belle, surtout l'aspect de ce téléphone. Ouais, le design, c'est plutôt bof, on est bien d'accord, hein, sur cet argument-là. C'est ça, et après, le problème, c'est que le design, il est bof, il a été bof déjà pour les Pixel 3 et Pixel 3 XL. Donc, en fait, le souci, c'est que pour moi, c'est un faux remède. Je suis quasiment certain que ces Pixel 3, 3 XL, ils n'étaient pas dans la roadmap de Google qui a dû faire réagir face aux ventes qui sont très mauvaises sur les Pixel 3 et Pixel 3 XL. Et le problème, c'est que les difficultés chez Google, elles se situent ailleurs. Elles se situent en termes de communication, elles se situent en termes de marque. Google n'arrive pas à imposer un standing, entre guillemets, n'arrive pas à rendre sa marque flatteur en termes de matériel. C'est-à-dire que tout le monde est prêt à reconnaître la qualité des services, mais dès qu'il s'agit du matériel, ça peine. Voilà, pour moi, il y a un vrai souci en termes de marketing. Alors peut-être qu'aux États-Unis, ils souffrent moins de ça, mais en France, qui peut me citer quand est-ce qu'ils ont vu une pub Pixel à la télé ou dans le métro? C'est assez rare pour le dire. Et puis au-delà, peut-être Mathieu, c'est ce qui manque à Google, c'est un vrai réseau de distribution. L'une des premières forces d'Apple qui est vraiment un argument choc de vente, c'est qu'on trouve des iPhones partout. Le Pixel, on ne trouve pas partout. Encore. Tu as sans doute raison, mais pour avoir étudié un peu le marché Android, je pense à une marque par exemple comme Wiko qui devait avoir les mêmes problèmes que Google à une époque lorsqu'ils n'étaient pas connus et qui avait peut-être un souci de réseau de distribution, mais qui a su avoir une technique de communication agressive. Aujourd'hui, quand je montre mon Pixel à des gens, ils se demandent encore ce que c'est, qui fait ce téléphone. Ouais. Il y a un gros effort à faire en termes de com, alors, c'est ça? C'est un vrai problème, et en plus de ça, je te dis sincèrement, face à des smartphones chinois, ils font encore un petit peu pâle figure en termes de design. Et ça, c'est le premier contact, le visuel, c'est le premier contact que le consommateur a. Alors oui, il fait d'excellentes photos, mais ça, c'est pas facile à marketer en fait, la qualité des photos, et surtout quand tu es absent de tout ce qui est télévision, surtout quand on voit le rouleau compresseur Huawei et le rouleau compresseur Samsung, on va faire des pubs télé aujourd'hui. C'est ça. Et eux, de toute façon, ils n'hésiteront pas à faire des ODR s'il faut utiliser la manière forte, j'ai envie de te dire. Donc, pour moi, la communication, le positionnement de la marque, il est peut-être à penser avant même de sortir même des téléphones moins chers. Ouais, et surtout que tout est centralisé à Mountain View, comme c'est le cas pour Apple à Cupertino, et donc forcément, c'est difficile d'adopter ces politifications aux marchés locaux. C'est un problème. Allez, Sachant que pour faire un dernier parallèle avec l'iPhone XR, je suis désolé, mais juste pour finir rapidement, l'iPhone XR a pour lui, encore une fois, la marque, a pour lui son OS. Et Google, lui, il est dans un marché qui se concurrence lui-même avec d'autres marques. Donc, pour moi, l'iPhone XR n'est pas spécialement en danger. Et même pour les smartphones chinois, je suis pas. Moi, je pense qu'il pourrait baisser un petit peu le prix de l'iPhone XR, 150 €. J'ai rien. Quand tu es chez Android, tu n'as pas ce problème-là. Allez, on va essayer de voir avec vous pour conclure cette émission dans ce dernier chapitre. Si vous êtes convaincu
par les arguments de Google en matière de protection des données. La vie privée, on l'a dit dès le début de cette émission, est aussi importante pour Google. Le moteur de recherche a annoncé la simplification pour gérer ses données personnelles. En clair, il donne à l'utilisateur le choix du temps que Google peut garder ses données sur ses serveurs, que ce soit sur YouTube, sur Google Maps ou encore que ce soit sur Chrome en mode privé ou pas. Là, c'est une vraie avancée, Mathieu, comparé au passé, notamment quand on voulait gérer. C'était pas évident d'accéder à ces données sur Google auparavant. Alors oui, c'était pas évident. Il y a une vraie transparence. Tu sens que la RGPD est passée par là. Tu sens que les bad buzz à répétition chez Facebook, notamment avec Cambridge Analytica, est passé par là. Ouais. Tu sens également que Pas moi qui l'ai peut-être pour dit, nous hein. Français. Pardon? Je dis, c'est pas moi qui l'ai dit. Et tu sens aussi également qu'il y a une sensibilisation. Alors, nous, Français, on était peut-être déjà plus. Alors, je dis Français parce que je nous connais, nous, mais entre guillemets, on était peut-être plus sensibles à la protection de la vie privée. Les Américains, eux, j'ai l'impression qu'ils sont en train de le découvrir dans le dur. On peut notamment parler de l'influence des élections américaines. Ouais, Tout ça, malheureusement, ça a pris beaucoup de sens. Et en fait, j'ai envie de te dire que quand ils ont dû penser cette Google I.O., et ben, en fait, la protection de la vie privée, elle a été un mot obligatoire, en fait. C'est avant tout une opération de communication pour Google, parce qu'en fait, ce qui me gêne un petit peu dans le discours, c'est que oui, effectivement, maintenant, ils nous montrent bien comment ils ont facilité d'un point de vue ergonomique pour avoir accès à toutes nos données, la localisation, tout ce qui est notre historique et des choses comme ça pour avoir la main dessus. Mais en même temps, il y avait un autre discours, j'avais l'impression que c'était Google voulait plus nous protéger des applications tierces que tu veux installer sur ton Android que vraiment lui te dire on ne se servira plus de nos données. Je pense qu'il ne faut pas être dupe. Le business model de Google, il se fait d'ailleurs sur nos données personnelles. Après, je sais que moi, j'ai une vision un peu plus optimiste de cette partie-là, parce que j'estime qu'en fait, Google ne vise pas moi, Mathieu Dos Santos, ou toi, Olivier Frégara, ou n'importe qui spécifiquement, mais l'idée, c'est vraiment de ressortir un groupe de données pour avoir et de monnayer ça sous forme de données anonymisées, en fait. D'accord. Donc, très clairement, oui, croire que Google va avoir le même discours qu'a eu Mark Zuckerberg à la conférence F8 où il disait, il avait mis en gros le mot vie privée, tu vois. En gros, ils essayaient même avec une blague un peu douteuse de dire je sais que vous ne nous faites pas trop confiance. Je sais que Google n'ira pas sur ce terrain-là parce que très clairement, ils sont pas crédibles. Mais je pense que l'important, c'était de dire oui, vos données sont exploitées. Mais oui, vous en avez le contrôle, notamment dans Android Q, un cas qu'on n'a pas pu aborder, mais de pouvoir contrôler, par exemple, ton micro lorsqu'une application tierce l'utilise, ta localisation, et tu vas pouvoir décider quand est-ce que tu veux donner tes données. Est-ce que tu veux le donner quand l'application fonctionne ou est-ce que tu acceptes de la donner même quand elle est en arrière-plan? Voilà, je pense que globalement, l'idée, c'est de dire vos données sont exploitées, mais vous en avez le plein contrôle. Après, à charge à vous de croire ou non à ce type de discours. Merci Mathieu, je crois que tu dois y aller, donc on te fait une bise. Oui, merci beaucoup. J'avais juste un petit coup de cœur que tu connais déjà très bien, mais je voulais juste le citer. Je pense à nos amis les lutins du Phénix que tu as déjà accueillis dans cette émission de notre ami Teddy. Voilà, c'était juste pour passer un hommage. Ça fait longtemps que. Ah oui, un gros bisou à Teddy. Qui est en train de pouponner en ce moment. Vous, Teddy. Exactement. Voilà, on l'embrasse. À très bientôt, tu reviens quand tu veux, Mathieu. À Yazid et à Georges, voilà. Donc pour les lutins du Phénix, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Et on te retrouve tous les 15 jours sur Andromax, sur Watch TV, c'est ça? C'est tous les 15 jours? Exactement. Et puis j'en profite, j'ai une petite chaîne YouTube qui s'appelle Restez Connectés. Donc faites un tour si vous avez envie en tout cas. Voilà, on mettra le lien. Merci Olivier. Mathieu et bon courage. Merci à toi. Merci à tous. Au revoir. Alors, pour rebondir sur ce que disait Mathieu à l'instant, effectivement, il y a même une petite pique de la part du PDG, du CEO de Google, Sundar Pichai, par rapport à justement la politique d'Apple, parce qu'ils affichent la couleur. Aujourd'hui, c'est le cœur de sa communication. Ça ne va pas être le prix, forcément, vous l'aurez bien compris. Dans une interview au New York Times, regardez ce qu'il a déclaré. Oui, nous utilisons les données pour rendre les produits plus utiles pour tout le monde. Mais nous protégeons également vos informations. Là, je souris gentiment, mais passons. Ce qui est intéressant, c'est derrière. Nous pensons que la vie privée doit être pour tout le monde. Ça commence à piquer un petit peu. Et pas seulement pour quelques-uns. Si vous voyez ce que je veux dire, il va encore plus loin. Notre mission nous oblige à adopter la même approche en matière de vie privée
Pour nous, cela signifie que la vie privée ne doit pas être une denrée de luxe, offerte uniquement aux personnes qui peuvent se permettre d'acheter des produits et des services de qualité supérieure. La vie privée doit être également accessible à tous dans le monde. En clair, ce serait un luxe, la confidentialité des données, Monsieur X ou Stéphane? Quand on exploite nos données et quand certains, tu parles de quelque chose au téléphone, où tu écris sur WhatsApp et que tu te retrouves avec les publicités qui sont exactement de ce dont tu parlais 30 minutes Ouais, ou ça une fait heure. peur. Oui, c'est fait. Ça fait peur. C'est Je sûr. suis, je suis désolé. Est-ce que quelqu'un accepterait? Personne. Non, mais personne n'accepte, mais c'est une réalité Même- aujourd'hui. Ouais. Mais c'est une réalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, les choses sont en train de se bouger. La RGPD a été salutaire et devra permettre, lors des premières grosses amendes, de montrer qu'on ne rigole pas avec nous. Et c'est plutôt l'Europe qui est moteur là-dessus, encore une fois. Hein. Heureusement, encore heureux. Ouais. Mais là, en l'occurrence, en fait, et je le dis régulièrement, l'entreprise qui a la confiance numérique des utilisateurs sera plus riche que si elle accumulait des dollars. Parce qu'à un moment, celle qui accumulait des dollars qui ne faisait. Et on s'aperçoit qu'après, on n'a plus confiance en elle, elle s'écroulera d'elle-même. Allez, un petit C'est pour, mot. c'est pour ça que je dis bêtement à chaque fois, si un jour on a connu ce qui s'est passé avec MySpace, Oui. mais MySpace ne sera rien à côté de Facebook. Ah oui, c'est clair. Mais bon, il y a encore de la marge. Mais malheureusement, moi, je vois les attitudes de mes enfants. Facebook, il ne veut pas entendre parler. Pas souci de protection de données, hein, c'est juste une question de génération. Monsieur X, votre sentiment par rapport à cette pique à Apple du CEO de Google? En gros, voilà. Quelle est ta réaction concrètement, toi qui essayes de te désintoxiquer de Google au quotidien? Ouais, moi je suis moins, entre guillemets, je sais pas si c'est le bon mot, catastrophiste que Stéphane. Cédric Ingrand est pas là avec nous, mais son âme et sa pensée plane sur ce débat. Son aura, son aura est là. Voilà, Regarde, on le moi, sent. Cédric? je crois que la RGPD va rien changer sur l'exploitation des données. La RGPD oblige à prévenir les clients qui peuvent éventuellement, si le service le permet, débrayer la collecte de données. Mais tous ces services que propose par exemple Google, ils sont à base, même si elles sont anonymisées, de l'exploitation et du regroupement des données. C'est ça qui permet d'avoir un super service rendu par Google. Alors, il a des formes emmerdantes de temps en temps, c'est la pub que décrivait Stéphane, mais dans les services Google, toutes ces données dont vous permettez le recroisement, et une fois de plus, elles peuvent être totalement anonymisées, vous permet d'avoir des meilleurs services quand vous cherchez un resto, quand vous cherchez votre chemin, etc., etc. Et ce que dit toujours Cédric, et je rejoins là-dessus, si le service est bon, je suis prêt à partager mes données, d'autant plus que moi, Cédric, j'ai rien à cacher. Moi, je trouve que c'est un bon équilibre. La seule chose, moi, qui m'embête là-dedans, ou les deux choses qui m'embêtent, il y en a un qui est effectivement réglé par la RGPD, c'est-à-dire on ne sait plus en fait ce qu'on partage, donc la RGPD va pas empêcher le partage des données, mais simplement va me donner la possibilité de recomprendre ce que je partage, d'être donc d'accord et d'avoir un moyen simple d'arrêter. Mais arrêter, ça ne sera pas j'utilise le service et je ne partage pas mes données. Ça sera j'arrête d'utiliser le service parce que j'estime qu'ils utilisent trop mes données. Et puis la deuxième chose qui me gêne un petit peu plus aussi, c'est que même si j'accepte de partager mes données, même si elles sont anonymisées, c'est ce que propose Google et ce sur quoi se bat Google, ces données anonymisées, ils peuvent les revendre. Et ils le font, c'est vrai de Google, mais c'est vrai aussi de Twitter. Ça a été très, 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 très vrai de Facebook, ça l'est toujours. Méga. Et ils font de l'argent avec. Donc, à chaque fois que je passe du temps avec ces services, ça fait qu'à la fin d'année, mes habitudes digitales, ils les revendent, on va dire, 500, 1500, 2000 euros. Et ça, on va dire, le partage des revenus, basé sur l'étude de mon comportement, c'est pas encore vraiment une question, mais ça le sera peut-être. Et puis, in fine, moi, ce qui m'intéresse un peu plus, mais là, c'est du domaine philosophique, on va dire, en quelque sorte, mais ça, c'est mon dernier point de crispation, c'est que les services Google sont tellement bien faits, les services Facebook aussi, mais Google particulièrement. Ils sont tellement puissants et tellement améliorés avec les données que je partage qu'à la fin, en fait, je ne sais plus comment mes données sont partagées et lesquelles. Et je ne sais plus si les choix que je fais, notamment avec le moteur Google Search, sont de ma propre initiative
ou si c'est uniquement une vue qui est poussée par Google en fonction des intérêts de la régie publicitaire Bien que sûr. représente Google, parce que Google n'est qu'une régie publicitaire. Donc ça pose la question du libre arbitre. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est que dans les interfaces des services Google, qui sont tellement bien faits, je ne sais plus ce qui est du domaine du libre arbitre, du domaine de la proposition commerciale. Et c'est pour ça que moi j'essaye, simplement d'un point de vue pédagogique, et c'est pas une croisade une fois de plus, de voir si je peux de nouveau vivre sans les services Google, ou si je suis complètement camé à mort, et voir si en n'utilisant pas Google, il y a une différence en termes de variété de choix proposés et de libre arbitre. Et c'est surtout là que ça me chatouille, pas tant que quand j'utilise WhatsApp, j'ai de la pub, vu les services que me rend WhatsApp, même si ça me fait chier la pub, je trouve ça normal. C'est le point de départ de Cédric, à qui je rends hommage là-dessus. C'est quoi la phrase qui dit toujours si le produit est gratuit, Non, c'est toi le produit? Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Voilà, c'est une belle illustration. Ce sera le mot de la fin. Je viens de l'écrire à l'instant même. Bah voilà, bon, on a toi. Communication. Tu es prête pour revenir dès la semaine prochaine, ma chère Flo. Allez, on passe au concours. Cette semaine, nous organisons donc un concours, on vous l'a dit depuis le début de cette émission, on a même glissé la réponse. Voilà, cette semaine, grâce à Flo, pour emporter un disque externe, il est là, SSD USB-C, le G-Drive mobile SSD d'une capacité de 500 Go en répondant via Twitter à cette question. C'est vraiment un super produit. Il est vraiment très solide et il est très compact. On l'aime beaucoup ici à la rédaction. La question elle est toute simple, attention, roulement de tambour. Quelle est la vitesse de transfert du disque G-Drive mobile SSD de G-Technologies? Quelle est la vitesse de transfert du disque G-Drive mobile SSD de G-Technologies? Vous répondez via Twitter, via le compte @onrefaitlemac en associant l'hashtag ORLM G-Technologies. N'oubliez pas l'hashtag ORLM G-Technologies. Bonne chance, on passe à vos coups de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite avec le duplex et avec Monsieur X. Alors Olivier, moi pour mon coup de cœur, je reviens à un de mes produits basiques ou fétiches de l'univers Apple. C'est un produit australien et c'est ce qui enveloppe mon Mac depuis quasiment toujours. J'ai pas fait d'exception. Ce sont les sacs de chez Crumpler et plus particulièrement une ligne de sacs de chez Crumpler. C'est pas celui qui enveloppe mon MacBook en l'occurrence. Je cherchais en fait des petits sacs pour tenter de résoudre un truc impossible, c'est-à-dire mettre de l'ordre dans la galaxie d'accessoires Apple que j'ai. Tu sais que au fur et à mesure des générations d'iPhone, j'ai donc 127 câbles Apple pour pouvoir utiliser mon Mac et mon iPhone dans tous les sens. Et moi, j'ai acheté un produit qui s'appelle, alors vous verrez l'adresse de la page web, le Inlay Zip Protection Pouch S. C'est un sac au départ qui est fait en fait pour les accessoires d'appareils photo chez Crumpler. Ça vaut pas très cher, 40 €. C'est super pratique, c'est super bien fait et c'est surtout de super qualité. Donc c'est 40 € pour un sac accessoire, mais ce sac-là, vous allez le garder 20 ans ou 30 ans parce que c'est solide. Et parce que leur design, qui est en général assez minimaliste, est indémodable. Voilà, donc un coup de cœur, voire une déclaration d'amour pour les produits Crumpler, et j'ai pas d'action chez eux. Merci Monsieur X, et en plus c'est australien, formidable. Stéphane, ton côté d'un coup de cœur cette semaine? J'ai deux coups de cœur, très simple. Le teaser de Black Mirror a été annoncé il y a quelques minutes de cela pour une diffusion le 5 juin sur Netflix. Donc ce sera une saison 5, on va voir ce qu'ils vont nous inventer, si ça va être bien, si ça va être un peu dans la même veine que ce qu'on a eu. Et aussi, parce qu'à partir de cette semaine, nous avons Vivatech, l'événement organisé par les Échos et Publicis, à Paris, bien sûr, et de Versailles. Ça va nous donner encore plus de visibilité sur tout ce qui est la tech en général, mais sur tout ce qui est numérique. Et j'ai jamais connu une telle frénésie, pour tout vous avouer, depuis que je travaille dans ce milieu-là. Ouais. Tout le monde est concerné, les grands patrons comme les plus dans le B2B boîtes. Plutôt, que dans le public. Il y a une journée publique le samedi et je vous encourage à aller visiter, si vous avez l'occasion, le salon ce samedi, puisque l'émission n'a que divisé ce vendredi. Il y a des startups exceptionnelles, dont certaines qui permettent donc de transformer de l'air en eau. Je le répète, de l'air en eau. Il y en a qui permettent de créer votre médicament, votre Doliprane à la volée.
hein, et c'est du vrai Doliprane, parce que c'est Sanofi ce sera sur le stand de Sanofi, et j'en passe. Il y en avait 9000 qui sont sur place. Je les ai quasiment toutes vues, au moins de voir une petite ligne, etc. À chaque fois, j'étais émerveillé. Et en fait, ça a démontré une chose, c'est que la seule limite qu'on a, c'est notre imagination. Merci Stéphane. De ton côté en plateau, on va commencer avec Virgile. Quel est ton coup de cœur cette semaine? Alors, mon coup de cœur, c'est une application qui, on le sait, quand on est à Paris, on est un peu dans des quartiers, des fois, on ne connaît pas trop. Ouais, surtout quand tu es nouveau à Paris. Exactement. Quand tu es vieux comme moi, bon, tu arrives à peu près à reconnaître. Et si on a envie d'aller boire un coup, on ne sait pas forcément à quoi s'attendre niveau tarif. Mais si tu vas avec Rodrigo, il te dit tout de suite. Oui. Mais il n'est pas là aujourd'hui. Quand il n'est pas là, du coup, Ouais. l'application le remplace. Ouais. Et donc, cette appli s'appelle Mr Good Beer et D'accord. affiche tous les tarifs des bières à proximité. Ah, toi, tu es un fan de bière, c'est ton truc. C'est mon truc, ouais. Ouais, d'accord. Bon, Ah bah, on saura bravo. pas. On Et, sait pour la Galois et prochaine vin. fois. Hein, tu vois, voilà. Et donc voilà, ça affiche les heures, les happy hour, le prix happy hour, Ah, c'est la sympa. carte que propose le bar et tout ce qui est tarif happy hour. Et hors happy c'est hour. gratuit, j'imagine, Et l'application. c'est gratuit, ouais, effectivement. D'accord. Et ça ton marche côté, dans plusieurs villes en France. super. Et ton côté, Flo, quel est le meilleur pour la fin, Flo? Ah bah, quelle gentillesse, Bah, c'est tiens. adorable. Quel est ton coup de cœur cette semaine? Bah, je vais rebondir déjà sur celui de Mathieu pour reparler des lutins du Phénix, Ouais. parce qu'il a tout à fait raison. Donc, un gros bisou à Yazid, Teddy et Georges qui s'en Mhm. occupent. Et mon coup de cœur du jour, sinon pour moi, c'est Tinder. Voilà, je suis fraîchement célibataire, donc Bah voilà, le message est passé. n'hésitez pas à me contacter sur Twitter, Mon Dieu. @FloCorvisier. Voilà, Bon, ouais, non. une touche d'humour n'a jamais fait de mal à Ouais, on a personne. bien compris. Merci. Merci Florence. De mon côté, mon coup de cœur, on a parlé beaucoup aux développeurs, hein, puisqu'on parlait de Google I.O., on parlait de protection de données. Il y a un chroniqueur récurrent dans cette émission, il s'agit de Stuff MC, qui nous a fait alias Carrasco Molina Manuel. Alors là, je ne connais pas son vrai nom, mais en fait, voilà, je l'appelle toujours Stuff MC, qui est un historiquement des plus anciens podcasteurs à parler d'Apple en France et en Europe. Il a sorti un bouquin parce que c'était vraiment un développeur de talent qui s'appelle Karma Based API on Apple Platforms. Alors c'est en anglais, mais si vous vous intéressez au développement et à comment on peut assurer une confidentialité, une sécurisation des données, c'est le bouquin qu'il vous faut. On mettra le lien dans la description. Ça s'appelle donc Karma Based API on Apple Platforms. Et c'est notre ami Stuff MC qui a fait ça. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 334e épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochaine mission. Vous revenez, les messieurs, dames? Avec grand plaisir. Alors, on a quelques soucis techniques, on essaiera de les corriger pour la semaine prochaine. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner bien sûr à notre chaîne en cliquant sur le petit pouce. N'oubliez pas de cliquer également sur le petit bouton pour vous abonner, et le petit pouce pour vous dire que vous êtes content. Et si vous voulez être vraiment prévenu en temps réel, il faut cliquer sur la petite cloche. Voilà, et vous aurez une notification pour dire qu'on refait le Mac est en ligne. C'est facile. C'est tous les vendredis soirs. Allez, à la semaine prochaine et merci encore pour votre fidélité. Au revoir.